Nous reviendrons, comme je l'ai annoncé, sur la décision de la Cour d'appel concernant le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Georges Abdallah est incarcéré depuis plus de 40 ans en France. Il est libérable pourtant depuis 1999, mais ses demandes de libération ont toujours été rejetées. En novembre 2024, un tribunal avait accepté sa libération sous condition de quitter la France, mais le parquet national antiterroriste a fait appel, bloquant ainsi cette décision. On écoute tout de suite Maître Jean-Louis Chalancé, son avocat, sur la décision de la Cour d'appel de Paris de reporter au 19 juin prochain sa décision sur la libération de Georges Abdallah. J'étais un peu surpris, si vous voulez. D'une part, j'étais quasiment certain qu'il serait libéré, mais d'après les échos que j'avais, mais bon. Mais peu importe, cette décision, c'est vraiment... bon, ils admettent, mais ils veulent absolument... encore une fois, céder aux États-Unis qui s'opposaient, notamment sur ce point qu'il n'a pas indemnisé les États-Unis. Moi, je partage l'étonnement de Jean-Louis qui était juste avant là, dans l'extrait vidéo, parce qu'il faut quand même comprendre un petit peu d'où ça vient, ce combat pour la libération de Georges Abdallah. Vous le disiez en introduction, c'est le plus ancien prisonnier politique d'Europe. 41 ans, c'est pas rien, hein. C'est contraire tout simplement aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère qu'au-delà de 40 ans, c'est un traitement inhumain et dégradant. Et puis surtout, l'histoire de Georges Abdallah, moi, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. J'ai la chance de pouvoir me rendre au parloir à la centrale de sécurité de Lannemezan régulièrement. Et puis par ailleurs, je pense que ça permet, sur un terrain plus politique, de montrer ce que c'est que le vrai visage des démocraties libérales. Des démocraties qui n'ont en réalité à peu près aucun principe, parce que Georges Abdallah, son histoire, même depuis le premier jour, c'est celui d'un véritable scandale d'État. Avec un procès truqué, puisqu'en fait son avocat c'était un membre de la DGSI, donc qui était quand même payé par le gouvernement pour le trahir, tout simplement. Je ne sais pas à quelle autre occasion c'est arrivé. Il y a eu une campagne médiatique remplie de calomnies et de fake news qui ont vraiment essayé de préparer l'opinion publique et de l'hystériser pour aboutir à sa condamnation. Et puis aujourd'hui, c'est le plus ancien prisonnier politique d'Europe, dans un contexte où effectivement il y a eu une dizaine de demandes de libération conditionnelle. Et puis surtout, quelque chose qu'il faut dire, c'est que s'il est enfermé, c'est vraiment pour sa position politique. Personne ne le nie. C'est-à-dire que il faut lire déjà les motivations du parquet national antiterroriste, qui explique que le problème, c'est que c'est en réalité une figure tutélaire de la cause palestinienne en France. Il faut lire la décision du gouvernement américain qu'ils ont produit juste avant l'audience d'appel, puisqu'effectivement, le 15 novembre 2024, le tribunal d'application des peines de Lannemezan, dans la prison, a décidé de sa libération conditionnelle. Le parquet a fait appel. À l'occasion de l'audience d'appel, qui était le 19 décembre, le gouvernement américain a produit une note qui consiste à dire « Nous, le problème qu'on a avec Abdallah, c'est qu'il continue de contester l'occupation de son pays ». Donc, on voit qu'en réalité, l'acharnement de l'État français, main dans la main évidemment avec Israël et les États-Unis, c'est l'acharnement contre la cause palestinienne et contre le fait de ne pas renoncer à dénoncer l'occupation et dénoncer la politique coloniale des puissances impérialistes. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement significatif. Et pour revenir à la décision, pour moi, c'est une décision, Jean-Louis dit mesquine, je suis d'accord, je dirais même perverse, voire absolument scandaleuse, parce qu'ils reconnaissent que c'est pas possible de le laisser enfermer plus longtemps. Ils considèrent que son incarcération, elle est trop longue, mais ils trouvent encore une manœuvre pour le maintenir en détention quelques mois de plus. Il a 73 ans, au motif qu'il faudrait indemniser les parties civiles. Ouais. Et parmi les parties civiles, justement, je rappelle qu'il y a les États-Unis. Donc en fait, on demande à un homme de 73 ans qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison d'indemniser la première puissance mondiale. Non seulement c'est une aberration du point de vue des ressources financières, mais idéologiquement, il faut comprendre ce que ça représente. On veut l'écraser politiquement jusqu'au bout pour qu'en fait, il finance un pays qui est responsable du bombardement en réalité et du massacre qui se produit aujourd'hui à Gaza. Donc c'est vraiment ça qui se joue. Et ce que je voudrais dire ce soir après cette décision, c'est que le combat pour la libération de Georges Abdallah, il continue. La mobilisation, il faut continuer de l'intensifier, de l'élargir, de la maintenir. Et ça se voit que c'est un bras de fer qui va au-delà d'un débat juridique, parce que le débat juridique, il est tranché et retranché. C'est en réalité une question démocratique élémentaire. Donc c'est bien une question politique, et ce qui se joue, c'est le droit de dénoncer un génocide, de soutenir la cause palestinienne et de militer aujourd'hui sur le terrain anti-impérialiste. Il n'y a pas besoin d'être d'accord avec la lutte armée pour considérer que c'est un militant politique. C'est deux choses différentes. Il y a des traditions, que ce soit à gauche, mais même au sein de la gauche révolutionnaire. Moi, je m'inscris dans une tradition communiste révolutionnaire qui ne pratique pas la lutte armée, qui a une stratégie politique différente de celle de Georges Abdallah.
En revanche, une fois qu'on a dit ça, c'est très différent de reprendre à son compte l'acte d'accusation de l'État et de ne pas comprendre que ce qui lui a été fait, c'est un procès politique à charge, pas du tout pour des actes qu'il avait commis, parce que non seulement il les a niés, mais c'est à peu près établi par tout le monde qu'il ne les a pas commis. En revanche, ce qu'il n'a jamais nié, c'est qu'il était militant politique et que ce qui se jouait, ce n'était pas son cas particulier, c'était la lutte d'un État contre un autre. Et ça, c'est très très clair. Aujourd'hui, c'est un procès où des juges sont en fait directement contactés par l'État américain qui donne sa position et la France s'exécute. Et par ailleurs, il n'y a même pas besoin d'être de gauche pour le reconnaître. Je trouve que tu es plus à droite que la décision du tribunal de Lannemezan qui dit lui-même par ailleurs, les FARL, ils n'ont même pas commis d'action depuis 1984, ni en France ni ailleurs. Donc c'est pas de ça dont il est question aujourd'hui. Surtout que vous-même, des personnalités comme Yves Bonnet, qui est quand même le directeur de la DGSI de l'époque, explique que ce à quoi on assiste, c'est une vengeance d'État contre lui. Donc en fait, ce qui se joue, c'est évidemment la répression de la lutte anti-impérialiste en tant que principe. Parce qu'il n'y a personne aujourd'hui pour dire que ces actes-là, il les a commis. Tout le monde explique que son procès était truqué. Et j'ai un deuxième désaccord qui consiste à dire que ce serait une exception. Alors évidemment, c'est le visage le plus odieux de ce que peut produire la justice en France. Mais ce n'est pas une exception. Les démocraties libérales et l'État français, il est très très habitué de la répression aveugle, brutale et sanglante envers les militants anticoloniaux, d'où qu'ils viennent. On parle d'un pays qui a été quand même capable de pratiquer la torture en Algérie. Enfin, je veux dire, il y a eu toute la classe politique qui s'est rassemblée pour célébrer la mémoire de Jean-Marie Le Pen. Mais je veux dire, on discute d'un pays où il y avait des généraux, Bijard, Massu, etc., qui mettaient les Algériens dans des bassines de ciment, qui les jetaient au-dessus de la Méditerranée, qui ont fait la même chose au Vietnam, qui ont inspiré la dictature argentine, où il y a eu 30 000 disparus. Donc, le cas de Georges Abdallah, en fait, ce n'est pas une exception. C'est la pratique commune des démocraties impérialistes quand elles ont besoin de se défendre et quand elles considèrent que leurs intérêts sont mis en cause. Donc, on n'est même pas là pour discuter d'une stratégie de si c'est la lutte armée, Jean-Marc Rouillant, l'action directe, etc. Moi, je ne pratique pas ce type de politique, mais ce n'est pas la question. La question, c'est de dire, en réalité, pourquoi c'est intéressant le cas de Georges Abdallah, puisque ça montre ce que c'est que les démocraties libérales et que non, les démocraties libérales, ça a à peu près rien à voir avec les droits de l'homme, avec la liberté de manifester, avec le droit de s'organiser, parce que quand elles se sentent menacées, et en particulier quand il y a des enjeux de libération nationale, mais la démocratie libérale se déchaîne. Et c'est exactement ça qu'ils font à Georges Abdallah. Et par ailleurs, je voudrais dire une chose, je pense que ça s'inscrit quand même dans un contexte liberticide et répressif auquel on assiste depuis 1 an et demi, qui est colossal. Moi, je viens d'apprendre, et je suis extrêmement choquée, que le collectif Palestine vaincra est définitivement dissous par le Conseil d'État. Et il faut lire la décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État, il dit une chose claire, il dit « Moi, je considère que ce que dit le collectif Palestine vaincra, ses positions politiques, sa charte, ses mots d'ordre, c'est pas un problème, ça relève de la liberté d'expression. » Par contre, et comme j'ai ma petite loi séparatisme qui m'a été concoctée par les macronistes, les commentaires sur les réseaux sociaux, je vous les attribue et je vous dissous pour ça. Mais la France, c'est ça, c'est un pays où on interdit de manifester avec des arrêtés. Ils ont interdit les manifestations de soutien à Georges Abdallah. 19 et 20 février. 19 et 20 février, ils les ont interdits sans même nous audiencer. Et pourquoi ils les ont interdits ? Ils les ont interdits en disant, et je finis sur ça, qu'il y avait des fascistes qui ont attaqué une manifestation de gauche et que c'est pour ça qu'il dorénavant faut interdire en fait toutes les manifestations de gauche dans la capitale. Donc si je dis ça et je finis sur ça, évidemment que la décision d'aujourd'hui, elle est scandaleuse, parce qu'à la fois, c'est une entourloupe de juges, enfin, c'est vraiment leur spécialité. Ils arrivent à faire cohabiter les contradictions les plus aberrantes. Ils vous disent, c'est pas possible de le laisser enfermer, c'est trop longtemps. Même la Cour européenne des droits de l'homme dit que c'est pas possible, et en même temps, on vous trouve une manœuvre, et le vieux de 73 ans, on va le laisser encore 6 mois. Mais ce qui se joue, c'est un affrontement politique. Et on n'est pas là pour savoir si oui ou non Mathieu Slama, il est favorable à la lutte armée, ou si oui ou non Paul Melun, demain, il veut prendre les armes. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est de savoir est-ce que oui ou non, c'est un acharnement politique qui se joue. Et la réponse est oui, sinon on ne serait pas en train de débattre avec les États-Unis qui écrivent directement aux juges français. On a évoqué justement le fait que c'était pas uniquement une décision, même loin de là, purement juridique, mais qu'il y avait une sorte de pression politique, aussi le lien aussi avec le fait de museler les voix pro-palestiniennes. Son expulsion donc vers le Liban a été évoquée comme condition de sa libération. Pourquoi la France refuse-t-elle justement d'exécuter cette décision ? Est-ce qu'il y a derrière ça aussi une question diplomatique ? Alors, peut-être pour préciser, parce que... et après, je veux bien juste dire un mot sur le débat de la violence. Mais peut-être pour préciser ce truc-là, en fait, l'apport de la décision du 15 novembre par rapport à celle d'avant, et c'est ça la grosse nouveauté, c'est que cette fois, elle n'est pas conditionnée à un arrêté d'expulsion. Donc en fait, oui, Georges Abdallah ne peut pas revenir en France, mais comme tout un tas de
prévenus, condamnés, qui ne sont pas français, quoi. Oui. Avant, parce qu'il y avait déjà eu des décisions de libération, mais sauf que la condition, on peut être libéré, et puis il y a des conditions, c'est libération conditionnelle. Donc il y a différents types de conditions. Et la conditionnelle d'avant pour Abdallah, c'était un arrêté d'expulsion. Donc c'est pas juste qu'il quitte le territoire français, ce qui, ça, en fait, est globalement une évidence, mais c'est que l'État, en fait, le gouvernement, prenne un arrêté d'expulsion. Donc c'est à peu près le seul étranger qu'un gouvernement, au cours des 15 dernières années, refuse d'expulser. Donc en fait, on avait les gouvernements qui succédaient, évidemment le gouvernement du Parti socialiste, Valls et compagnie, qui refusaient de mettre le tampon du gouvernement pour qu'il rentre au Liban. Donc c'est à partir de ça qu'au final, il n'a pas pu être libéré, puisque la condition de sa libération ne pouvait pas être remplie, faute en fait d'arrêté d'expulsion. Le 15 novembre, c'est très différent, c'est l'apport de cette décision, c'est qu'il n'y a pas de condition d'arrêté d'expulsion. C'est-à-dire que la seule condition, c'était qu'il quitte le Liban, la France, qui était évidemment prévue. Donc là, on n'est plus exactement dans la même situation, puisque, en réalité, au 15 novembre, sans appel du PNAT, du Parquet national antiterroriste, il quittait la France, il était libéré. Appel du PNAT, donc c'est suspensif, et on a la décision d'aujourd'hui, où la Cour d'appel ne rajoute pas d'arrêté d'expulsion, c'était quand même le risque, mais il nous rajoute la condition d'indemnisation des parties civiles. Donc c'est pour ça que c'est une décision en fait à mi-chemin, bon, qui est bonne dans le sens où elle casse pas le principe de la libération, mais où on voit que c'est quand même une manœuvre pour encore reporter cette libération jusqu'au 19 juin. Et donc, est-ce que c'est une question diplomatique ? Oui et non, c'est-à-dire que, comme je le disais, c'est évidemment la pression directe des États-Unis, ils s'en cachent pas, hein. C'était l'intervention de Clinton avant. Aujourd'hui, comme je le disais, il y a ce document direct du gouvernement américain qui a été produit à l'audience d'appel. C'est, je veux dire, une discussion concertée en permanence entre la France, les États-Unis et Israël. Et en même temps, ça intéresse bien la France, je veux dire, d'avoir cette position propre, hein. À la fois, effectivement, il y a une pression américaine, à la fois la France défend aussi ses propres intérêts là-dedans. Donc oui, effectivement, il y a une dimension objective internationale et strictement politique. Et un mot peut-être pour rebondir sur la discussion d'avant, parce que je voudrais aussi distinguer deux plans. On peut faire une discussion générale sur la violence politique, la gauche, etc. Ça pourrait être un sujet, peut-être qu'il faudrait en faire un débat en propre, j'en dirais un mot, parce que je ne crois pas qu'il y ait ni que les anarchistes, ni que Georges Abdallah que ça concerne. Mais au-delà de ça, en fait, il n'est pas tellement question de ça ici, puisque je veux dire... Enfin, tout le dit, y compris le tribunal d'application des peines de Lannemezan explique, enfin, je veux dire, les FARL, ils n'ont pas fait d'action depuis 1984. Donc, ce qui pose problème à l'État français sur le terrain politique, c'est pas la lutte armée, c'est que, en fait, le combat de la France, mais le combat en général, effectivement, de toutes les politiques de répression qui ont eu après les différents mouvements de la lutte armée, que ce soit en Italie, en France, en Allemagne, etc., ça a été la bataille pour le renoncement. Donc ça a été une combinaison entre une politique de répression ultra brutale, jusqu'en Allemagne, où ils ont quand même tué des militants. Hein. C'est des militants qui ont été suicidés. Enfin, c'est ça, la manière dont ils ont traité les militants de la RAF, c'est d'une brutalité inouïe. Vous avez des textes de psychiatres qui montrent comment on instaure de la torture blanche, de la privation sensorielle, qui réfléchissent à comment les gens deviennent fous. Vous lisez des textes de Ulrike Meinhof qui expliquent comment elle est en train de devenir folle. Donc je veux dire, c'est la torture blanche, en fait. C'est les prisons occidentales qui laissent pas de traces, etc., mais qui rendent les gens fous. Ça, d'une part, et d'autre part, une vraie pratique pour, en réalité, toute la méthode les lois Cossiga en Italie, donc toute la tradition des repentis, du renoncement, etc. Et encore une fois, moi, je ne viens pas de cette tradition politique, j'ai une autre stratégie. Mais par contre, ce qui intéresse l'État dans ce type de dossier, c'est qu'il n'y ait plus jamais personne qui sorte en disant « moi, j'ai gardé mes idées ». Et le problème d'Abdallah, c'est pas qu'il pense qu'il va reprendre la lutte armée demain. Personne pense ça. Aucun juge ne pense ça sérieusement. Ça n'a aucun sens. Par contre, ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'après ces années de pression psychologique, on n'arrive pas à lui faire dire « oui, l'occupation du Liban, ça ne me dérange pas. Oui, la cause palestinienne, c'est pas important. » Ça, vous ne pouvez pas lui faire dire ça. Il mourra en prison s'il doit dire ça. Et ça, l'État français ne supporte pas qu'il y ait des subjectivités qui tiennent la tête haute. Et c'est pas un problème de lutte armée, c'est un problème de tenir bon face à ces idées dans un contexte où on essaye d'écraser toute forme de contestation politique. Et je dirais un dernier mot sur ce débat de la violence politique, parce qu'il me semble important. La violence politique, c'est pas la caricature anarchiste, etc. Enfin, je veux dire, au-delà de ça, le problème, c'est que quand on est dans une société avec ce niveau d'exploitation, ce niveau de violence, ce niveau de guerre, la violence, elle l'est dans la société. Et la plupart des formes de violence politique, c'est des violences défensives. Vous regardez n'importe quel phénomène de contestation. On parle de la Révolution française. Vous parlez de toutes les révolutions qui ont eu lieu dans le monde, que ce soit évidemment en Russie, mais partout ailleurs, et même des mouvements de contestation. Vous regardez en 36, en 68, mais il y a évidemment des moments d'affrontement physique parce que la police, elle attaque, les gens, ils se défendent. Un piquet de grève, vous regardez comme on résiste à une réquisition de raffinerie,
Mais en fait, les gens, ils se défendent, ils s'organisent, ils ont des boucliers. Vous regardez les combats de mineurs dans les années 90, vous croyez qu'ils se défendent comment ? Après, c'est une question de stratégie. Est-ce que c'est minoritaire ? Est-ce que c'est de masse ? Mais la violence, elle est avant tout de la part de l'État. Et les gens, ils se défendent, ils s'organisent. Vous n'allez pas me dire que la Révolution française, c'était une révolution pacifiste. Je ne sais pas si vous la revendiquez. Justement, moi, je ne revendique pas, par exemple, la période de la terreur de la même manière en 1917. Mais je vous parle d'avant de la terreur. Non, si, vous avez parlé de la Révolution française et après de la Révolution soviétique. En 1917, par exemple, lorsque les trotskistes vont massacrer les marins de Kronstadt, qui d'ailleurs étaient anarchistes, ça montre bien les excès violents d'une partie de la gauche à cette période-là. Et donc, évidemment qu'il y a... Et ça, c'était pas une question de violence défensive. Mais je ne crois pas que... Mais bien sûr parce que vous évoquez, vous faites un point d'histoire, vous dites sur les 200 dernières années, les violences des révolutions sont des révolutions défensives. Je vous dis pas toujours, il ne faut pas faire de la généralisation. Il y a des moments où des militants politiques se sont adonnés à des violences défensives, pour reprendre votre terme, parce qu'ils avaient face à eux des troupes de l'État central ou d'une royauté ou d'un empire, et d'autres fois où ils ont fait preuve de violence et d'exactions absolument insupportables. Je ne vois pas où est le scoop dans ce que je dis. Non, mais ce que je ne suis pas sûre que le débat, ce soit précisément de savoir est-ce que la gauche, comme vous dites, est pacifiste en tant que telle. Pour moi, c'est une abstraction qui ne résiste pas à l'examen de comment est-ce que les mouvements d'émancipation, dans leur diversité, parce que par ailleurs, il y en a tout un certain nombre, vous regardez évidemment même les luttes antifranquistes. Je ne sais pas ce que vous pensez des luttes antifranquistes. Je ne sais pas ce que vous pensez de tous les mouvements de résistance contre les dictatures. Je ne sais pas ce que vous pensez des mouvements d'émancipation anticoloniaux. Ils ont tous été réprimés de la même manière. Donc évidemment, on peut faire une lecture caricaturée de la lutte armée, des mouvements minoritaires, etc. Mais dans l'histoire des mouvements d'émancipation, dans la diversité des traditions politiques, y compris révolutionnaires, il n'y a pas que la violence minoritaire. Il y a en fait la capacité de s'organiser tout simplement pour renverser la société quand la société elle est oppressante, exploitante. Et ce qui se joue aujourd'hui pour moi, et je finis sur ça, c'est pas juste une montée de la violence dans l'abstrait. Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est qu'il y a des phénomènes de politisation profonds dans la jeunesse, qui par ailleurs sont pas violents en tant que tels, mais qui se politisent parce qu'ils assistent à un génocide, parce que dans leur fac, on leur interdit de parler de la Palestine, parce que vous allez en Allemagne, ils interdisent la conférence de Francesca Albanese, qui est rapporteure de l'ONU. Mais les jeunes, ils se rendent compte de ce qu'ils ont en face d'eux, que pour défendre une simple idée, qui est celle de dire, moi, je suis opposée au fait qu'on massacre des dizaines de milliers d'enfants, on vous envoie la police et on vous sort. Mais elle est là, la violence. Donc évidemment, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire comme si c'était une abstraction, on est violent, on est pacifiste, on est gentil, on est méchant. C'est des phénomènes politiques profonds.